Bonjour à tous, bienvenue à cette formation online. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par votre participation. Cette formation a pour objet de vous présenter les nouvelles obligations à charge des employeurs en matière de prévention des risques psychosociaux au travail. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs vient en effet d'être modifiée pour fixer un nouveau cadre plus général à cette prévention. Auparavant, cette question était principalement traitée sous l'angle trop restrictif de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. Aujourd'hui, cet aspect est réglementé de façon plus large pour y intégrer notamment le stress et le burn-out au travail. Ces nouvelles dispositions en matière de prévention proviennent d'une loi du 28 février 2014 et d'un arrêté royal du 10 avril 2014. Elles sont entrées en vigueur ce 1er septembre. Examinons dans un premier temps les dispositions s'appliquant à tous les risques psychosociaux. Nous nous concentrerons ensuite sur les dispositions qui ne concernent que la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Voici la nouvelle définition plus générale qui est donnée aux risques psychosociaux au travail. Il s'agit de la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique suite à l'exposition à certaines composantes liées au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. Les travaux parlementaires de la nouvelle loi précisent que par dommage psychique, il faut entendre par exemple du stress, un burn-out, des angoisses, une dépression ou des idées suicidaires. Quant aux dommages physiques pouvant en découler, il s'agira notamment de troubles du sommeil, d'épuisement, d'hypertension, de palpitations ou de troubles gastro-intestinaux. La nouvelle loi donne également la liste des composantes liées au travail qui peuvent être à l'origine de ces troubles psychiques ou physiques. Il y a tout d'abord celles concernant l'organisation du travail, comme par exemple la structure de l'organisation, la répartition des tâches, les relations d'autorité, la politique en matière de bien-être ou d'absentéisme, la collaboration entre les services, les procédures de travail, les outils, le style de management, l'implication des travailleurs dans les prises de décision, leur autonomie ou encore le degré de justice régnant au sein de l'organisation. Il y a ensuite le contenu du travail, c'est-à-dire son intensité, ses exigences émotionnelles, sa charge mentale ou physique, sa diversité ou encore le niveau de précision de l'information sur son contenu et sur sa prévisibilité. Les conditions du travail font également partie de ces composantes. En l'occurrence, le type de statut, de contrat ou d'horaire, le nombre d'heures de travail, les possibilités de carrière ou d'apprentissage ou encore la vue sur l'avenir. Sont aussi visées les conditions de vie au sein de l'entreprise, comme par exemple l'environnement physique, l'aménagement des lieux, les équipements, les substances utilisées ou les positions de travail. Enfin, la dernière composante a trait aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire les rapports sociaux au sein de l'entreprise, la qualité des relations, leur violence éventuelle et le niveau de cohérence des instructions. Quelles sont les nouvelles obligations de l'employeur face à ces risques nouvellement définis? L'employeur doit tout d'abord réaliser une analyse générale des risques pour examiner si les différentes composantes du travail, que nous venons de préciser, comportent oui ou non des risques psychosociaux. Il doit faire cette analyse lors de l'analyse globale de prévention des risques qu'il est déjà tenu de faire avec l'aide de son conseiller en prévention dans le cadre de l'élaboration de son plan quinquennal de prévention des risques et de ses plans annuels d'action qu'il doit soumettre à l'avis de son comité pour la prévention et la protection au travail pour le 1er novembre de chaque année. L'employeur effectue cette analyse particulière des risques psychosociaux avec l'aide de son conseiller en prévention interne spécialisé dans les aspects psychosociaux. S'il n'en dispose pas en interne, il ne devrait impliquer ce conseiller dans les aspects psychosociaux de son service interne que pour les situations complexes. L'employeur pourrait également, en cas de danger, être amené à devoir examiner une situation de travail spécifique, à la demande d'un membre de la ligne hiérarchique ou d'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. Suite à cette analyse, l'employeur devra prendre les mesures de prévention nécessaires pour prévenir les situations comportant un danger. Certaines mesures de prévention minimum sont à prendre.
Il s'agit de mesures sur le plan matériel et organisationnel afin de prévenir les risques et de mesures destinées à protéger les travailleurs qui entrent en contact avec des tiers. Il est également demandé aux employeurs de définir les obligations de la ligne hiérarchique à l'égard de la prévention des risques psychosociaux et de prévoir une information et une formation des travailleurs en cette matière, ainsi qu'une information du Comité pour la prévention et la protection au travail. Enfin, l'employeur doit mettre en place des procédures pour permettre aux personnes qui déclarent subir un dommage psychosocial de demander une intervention du conseiller en prévention et éventuellement d'une personne de confiance, ainsi que des procédures pour accompagner la remise au travail des travailleurs qui ont été absents en raison d'un dommage psychosocial. Ces mesures de prévention seront décidées après avis du Comité pour la prévention et la protection au travail, à l'exception des procédures pour lesquelles il faudra l'accord de celui-ci. Elles devront être évaluées annuellement. Examinons à présent plus en détail les procédures que l'employeur doit mettre en place pour permettre aux travailleurs de demander une intervention. L'employeur doit tout d'abord prévoir une procédure d'intervention psychosociale informelle auprès du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux ou auprès d'une personne de confiance. Il n'y a pas obligation de désigner une personne de confiance, sauf si tous les membres représentant le personnel au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail en font la demande. Cette procédure informelle aura pour objet de rechercher une solution, par le biais notamment d'entretiens, d'une intervention d'un tiers, comme un membre de la ligne hiérarchique, ou d'une conciliation. L'employeur doit en outre prévoir la possibilité pour le travailleur d'enclencher une procédure d'intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux et qui consiste à demander officiellement à l'employeur que celui-ci prenne des mesures collectives ou individuelles face à une situation de travail spécifique. Le conseiller en prévention pourrait refuser cette intervention lorsque la situation, selon lui, ne contiendrait pas manifestement de risque. Si la demande d'intervention a un caractère collectif, le conseiller en prévention invitera l'employeur à prendre des mesures collectives, et ce, en concertation avec le Comité pour la prévention et la protection au travail ou en concertation avec la délégation syndicale, quand ces organes existent au sein de l'entreprise. L'employeur aura en principe un délai de 3 mois pour prendre sa décision. Si la demande d'intervention a un caractère individuel, le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux remettra un avis à l'employeur, en principe dans un délai de 3 mois. L'employeur décidera ensuite des mesures à prendre, qu'il devra prendre au plus tard dans les 2 mois. Qui peut être désigné comme conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux? Rappelons tout d'abord que toute entreprise doit disposer d'un tel conseiller en prévention. Il fait partie soit du service interne, moyennant l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, soit il fait partie du service externe pour la prévention et la protection au travail. Les entreprises de moins de 50 travailleurs, il doit obligatoirement faire partie du service externe. Pour pouvoir être désigné dans cette fonction, il doit pouvoir justifier d'un master, avoir suivi une formation spéciale et avoir au moins 5 ans d'expérience dans le domaine des aspects psychosociaux au travail. Certaines personnes ne peuvent pas être désignées comme conseillers en prévention spécialisés dans les aspects psychosociaux. Il s'agit du médecin du travail, des membres des organes de concertation et des candidats aux précédentes élections sociales. Les nouvelles dispositions disposent également qu'en outre, qu'il ne peut faire partie du personnel de direction. Les conseillers en prévention spécialisés dans les aspects psychosociaux déjà désignés avant le 1er septembre 2014 pourront cependant continuer à exercer cette fonction, même s'ils ne respectent pas cette nouvelle règle d'incompatibilité. Qui peut être désigné comme personne de confiance? Il s'agira soit d'un membre du personnel, soit d'une personne extérieure à l'entreprise. Les personnes de confiance sont désormais soumises aux mêmes règles d'incompatibilité que celles prévalant pour le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux. Les personnes de confiance déjà désignées avant le 1er septembre 2014 pourront cependant continuer à exercer cette fonction, même si elles ne répondent pas à ces nouvelles règles d'incompatibilité. La désignation des personnes de confiance doit se faire avec l'accord de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail. Il est à noter que le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail exerce automatiquement les missions d'information de la personne de confiance. Pour autant,
qu'il n'y ait pas désignation d'une personne de confiance, que le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux fasse partie du service externe, qu'il y ait plus de 20 travailleurs dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas eu de refus de la part du comité pour la prévention et la protection au travail. Les personnes de confiance sont tenues de suivre une formation dans les 2 ans de leur désignation, ainsi qu'une journée de supervision une fois par an. Les personnes de confiance déjà désignées avant le 1er septembre 2014 ne devront pas suivre cette formation si elles ont déjà une expérience de 5 ans dans cette fonction. À défaut, elles auront 2 ans pour acquérir les connaissances requises. Les principes que nous venons d'évoquer s'appliquent à l'ensemble des risques psychosociaux, y compris à la violence et au harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail. Cependant, lorsqu'une demande d'intervention concerne ces 2 notions, certaines règles particulières sont d'application. Tout d'abord, le demandeur et les témoins directs bénéficieront d'une protection particulière contre licenciement que nous verrons tout à l'heure. En outre, le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux sera tenu de saisir le contrôle du bien-être au travail si l'employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires qu'il lui a suggérées ou lorsqu'il constate, après avoir remis son avis, que l'employeur n'a pas pris de mesures ou n'a pas pris les mesures appropriées, alors qu'il existe un danger grave et immédiat ou que la personne mise en cause est l'employeur ou fait partie du personnel de direction. Le harcèlement moral reçoit par ailleurs une nouvelle définition. Alors qu'auparavant il fallait plusieurs conduites abusives pour pouvoir parler de harcèlement, aujourd'hui plusieurs comportements bénins pourraient suffire lorsque l'accumulation de ceux-ci présente un caractère abusif. Enfin, la victime de violence ou de harcèlement sur un lieu de travail peut désormais s'adresser au tribunal du travail pour obtenir de l'auteur des faits soit la réparation du préjudice réellement subi, soit un montant forfaitaire correspondant à 3 mois de salaire, voire à 6 mois de salaire en cas de discrimination lorsque l'auteur se trouve dans une relation d'autorité par rapport à la victime ou en raison de la gravité des faits. Si le juge constate cependant qu'un travailleur s'est adressé à lui sans d'abord avoir fait usage de la procédure d'intervention interne au sein de l'entreprise, le juge pourra ordonner au travailleur d'appliquer cette procédure et suspendre la procédure judiciaire. Voyons à présent les conditions et principes de la protection contre le licenciement. Cette protection n'existe qu'en cas de fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle est mise en place en faveur du travailleur qui a introduit au sein de l'entreprise une demande d'intervention psychosociale formelle pour de tels faits auprès du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux ou qui a intenté une action en justice. Elle existe également en faveur des travailleurs ayant déposé plainte auprès du contrôle du bien-être ou auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction, pour autant que le travailleur ait d'abord fait usage de la procédure interne ou que celle-ci n'ait pas été mise en place au sein de l'entreprise. Seront également protégés les témoins directs dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle introduite au sein de l'entreprise, ainsi que les témoins en justice. Cette protection implique que l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail ni prendre une mesure préjudiciable, sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention formelle, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage. Si l'employeur met fin à la relation de travail dans les 12 mois qui suivent ces actes ou dans les 3 mois après un jugement rendu dans le cas d'une action en justice, il supportera la charge de la preuve des motifs étrangers. Selon certains, la protection continue à jouer au-delà de ces périodes, mais avec une charge de la preuve ne reposant plus sur l'employeur, mais sur le travailleur ou le témoin. Si la protection n'est pas respectée par l'employeur, le travailleur peut réclamer une indemnité correspondant soit à un montant forfaitaire fixé à 6 mois de salaire, soit au préjudice réellement subi. Suite à l'ensemble de ces nouvelles dispositions, les employeurs doivent modifier leur règlement de travail. Celui-ci doit en effet contenir les coordonnées du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux ou du service de prévention et de protection au travail externe auquel il est rattaché, et le cas échéant, les coordonnées de la personne de confiance. Il faudra également y reprendre les procédures d'intervention psychosociale informelle et formelle. Il n'est cependant pas nécessaire pour apporter ces modifications de suivre la procédure habituelle de modification du règlement de travail. Il suffira de remettre aux travailleurs et au contrôle des lois sociales la nouvelle version du règlement de travail, sans devoir respecter la procédure d'affichage. Rappelons cependant que le Comité pour la prévention et la protection au travail doit donner son accord sur les procédures d'intervention internes à mettre en place,
À défaut d'un tel organe, cette prérogative reviendra à la délégation syndicale. À défaut de délégation syndicale, ce sont les travailleurs qui devront donner leur accord. Les employeurs disposent d'un délai pour adapter le règlement de travail, et ce jusqu'à fin février 2015. Le groupe S tient bien sûr à la disposition de ses affiliés un modèle de nouveaux textes à mettre dans le règlement de travail. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation online. Nous vous invitons à suivre toute évolution en cette matière, de même que sur l'activité sociale en général, sur notre site www.groupes-s.be. Si vous souhaitez avoir des informations sur les différents services du groupe S, n'hésitez pas à nous adresser un courriel à l'adresse info@groupes-s.be. Nous vous remercions de votre attention et vous disons à bientôt.